de l'Escaille, bonjour. Bonjour. Vous savez que c'est la première fois que je ne sais pas comment je vais commencer votre interview. Ah bon? Pour vous présenter, je dirais que vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, vous êtes conférencière, vous êtes femme de bien. Et en préparant cette émission, comme je ne vous connaissais pas, je suis un petit peu entré dans votre vie. Et lorsque j'ai pris connaissance de votre livre, qui s'appelle Ma grand-mère, cette jeune femme polonaise, cette jeune polonaise morte à Auschwitz, je me suis un peu effondré. Je me suis un peu effondré parce que je me suis rendu compte que j'étais face à l'œuvre d'une personne qui a vécu, dans des circonstances sans doute différentes, mais un petit peu ce que moi j'ai vécu aussi pendant ma vie. Et il y a une espèce de miroir là qui est arrivé. Et nous avons tous les deux recherché quelque part notre grand-mère maternelle disparue en déportation. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est une amie que je reçois, presque une petite sœur, si vous le permettez. Merci. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais parlez-nous, parce que nos amis ne connaissent peut-être pas nécessairement ce que vous avez écrit. Parlez-nous de votre livre, surtout de son sous-titre et de votre histoire. Oui, voilà, vous faites bien de le dire. Un grand merci en tout cas de m'accueillir et merci aux gens qui vont nous regarder. Donc vous l'avez dit, le titre, c'est Ma grand-mère, cette jeune polonaise morte à Auschwitz, mais le sous-titre a toute son importance. À 68 ans, sa fille découvre enfin son visage. Et donc ça veut dire que je ne peux pas expliquer ce que ma grand-mère a vécu à Auschwitz, vu que je ne l'ai pas connue. Alors évidemment, il y a un chapitre qui remet dans le contexte, mais ce livre, c'est principalement la quête d'identité et montrer aussi que la Shoah a eu un impact sur plusieurs générations. D'ailleurs, quand on en parle avec des spécialistes, ils vous disent même que l'impact concerne 3 à 4 générations, dont j'en fais partie, évidemment. Alors, à 68 ans, eh bien oui, ça veut dire que vers l'âge de 60 ans, le besoin pour ma maman devenait de plus en plus pressant, j'ai envie de dire. Elle me disait, mais tu te rends compte, j'ai 60 ans et je ne connais même pas ma maman, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? On n'abandonne pas son enfant. Que lui ai-je fait? Parce qu'il faut savoir que dans ce livre, il y a tout d'abord une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que ma maman a vécu sous une fausse identité jusqu'à l'âge de 12 ans. Et 12 ans, ça veut dire qu'on est déjà 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, maman, eh bien, croyait qu'elle s'appelait, comme on l'appelait tous les jours, Liliane Demeter. Et puis, à l'âge de 12 ans, elle est convoquée à l'administration communale pour aller chercher sa première carte d'identité. Et là, ma grand-mère de cœur, je vais l'appeler comme ça, donc la dame qui l'avait recueillie, ne lui explique absolument rien. Elle va donc à la maison communale, on lui donne une carte d'identité, on lui demande d'abord de signer, et donc tout naturellement, maman signe Liliane Demeter, et là, l'employé écrira « La jeune fille ne connaît pas sa propre identité ». Et on lui rend une carte d'identité polonaise et un permis de travail. Ma grand-mère de cœur, donc, ne lui avait rien expliqué du tout, mais lui a simplement dit « Maintenant tu sais, mais tu ne peux rien dire à personne, mais ta maman ne viendra jamais te rechercher. » Alors, nous sommes quand même, comme je l'ai dit, 6 ans après la Seconde Guerre mondiale, et malgré cela, quand la famille a quitté l'administration communale, eh bien, l'agent communal écrira à la Sûreté de l'État en disant « Un couple s'est présenté avec un enfant qui n'est pas le sien ». Alors, pourquoi ma grand-mère disait il ne faut le dire à personne? Parce qu'elle avait peur elle-même de sa propre famille, peur des dénonciations. Ma maman m'a toujours expliqué qu'elle avait vécu pendant la guerre dans les caves. Et elle croyait que c'était le lot de toutes les petites filles de son âge. Alors, c'est vrai que ça existait dans toutes les familles, mais je pense que là, c'était vraiment, eh bien, c'était intentionnel, peur qu'on découvre cet enfant. Elle m'expliquait aussi qu'elle déménageait régulièrement et qu'elle en avait marre de déménager. Elle me disait on n'arrêtait pas de faire ses caisses et on partait d'une commune à l'autre. Et là, eh bien, on pense que, pourquoi? Parce que ma grand-mère a une petite fille qui ne lui a
appartient pas, entre guillemets, et donc je pense qu'elle a peur de l'entourage, des voisins, qu'on découvre eh bien, que cette petite fille n'est pas la sienne, parce que physiquement, c'est vrai qu'elle ne se ressemblait absolument pas. Et donc voilà un petit peu cette histoire. Et donc jusqu'à l'âge de 12 ans, elle a vécu sous une fausse identité. Et puis pendant toutes ces années, eh bien, personne ne parlera de tout cela. Je pense que mes grands-parents de cœur eh bien, avaient peur qu'on vienne rechercher ma maman parce qu'on sait que les enfants juifs qui étaient orphelins, eh bien, on les reprenait évidemment aux gens qui les avaient accueillis, on ne les laissait pas dans les familles. Et ma grand-mère et mon grand-père se sont probablement dit, cette petite fille, on l'a eue dans notre maison alors qu'elle n'était que nourrisson, elle n'avait que quelques mois, on l'a élevée jusqu'à l'âge de 12 ans, eh bien, ben, ils avaient envie de la garder, si j'ose dire. Eux savaient que de toute façon, plus personne ne viendrait la rechercher. Et donc voilà, c'est un peu comme ça, c'était devenu un petit peu un sujet tabou. Et ma grand-mère cachait, je pense, beaucoup de choses où elle ne savait peut-être même, elle, pas tout sur l'histoire de cet enfant non plus. Et on ne savait rien. On avait juste un prénom et un nom. Et c'est là que les recherches ont commencé à partir de l'âge de 62, 63 ans. Mes recherches ont commencé à ce moment-là, si j'ose dire. Ça a été un choc pour votre maman peut-être de voir que vous vous intéressiez à ça. Et quel a été son sentiment quand elle a vu que vous alliez essayer à un moment donné de rechercher ses origines, de rechercher finalement un visage? Alors voilà, comme je le disais, elle avait plus ou moins 60 ans quand elle me posait plein de questions et je me sentais très très impuissante face à elle en disant « Mais enfin, maman, parce qu'on lui avait fait croire qu'elle avait été abandonnée aussi. Donc je disais « Maman, tu as été abandonnée, que veux-tu que je fasse ?» Je ne savais pas par où m'adresser, par où commencer. Je disais « Je comprends ta douleur, c'est très malheureux, mais malheureusement, nous sommes impuissantes et on est bloqués face à cela. » Et puis un jour, je découvre un reportage à la télévision qui s'intitule « Rendez-leur un visage ». Et donc, ce projet, « Rendez-leur un visage », c'est un projet initié par la caserne d'Aussin en collaboration avec l'Office des étrangers. Alors évidemment, chaque fois que je voyais à la télévision un reportage sur Auschwitz, je scrutais toutes les images en essayant de voir s'il n'y avait pas une dame qui pouvait ressembler à ma maman. Mais bon, vous imaginez, c'est très très compliqué de pouvoir reconnaître quelqu'un sur les images de l'époque. Et là, eh bien, un coup de chance, je connais le journaliste qui réalise ce reportage. Je le contacte pour lui demander les coordonnées de la dame qu'il a interviewée. Donc c'était une dame qui était détachée de la caserne d'Aussin. Et je la contacte le jour même, je lui explique, je lui dis écoutez, voilà, moi je n'ai qu'un prénom et un nom, je n'en sais pas plus, mais ma maman est désespérée, elle voudrait vraiment connaître son histoire et au moins connaître le visage de sa maman, et donc à tout hasard, je vous contacte. Et cette dame regarde, elle avait commencé le projet. Donc ce projet consistait à ressortir toutes les photos, les quelques 25 000 juifs déportés de Belgique, donc au départ de la caserne d'Aussin. Et en lui donnant un prénom et un nom, elle me dit « Eh bien, j'ai une photo de votre grand-mère et j'ai même une photo de ses parents, donc de vos arrière-grands-parents. » Et là, j'y crois même pas. Je lui dis non, elle se trompe, parce que des Lefkowitz, c'est un peu comme les Dupont en Belgique, en Pologne, des Lefkowitz, il y en a des centaines, voire des milliers. Donc je me dis non, c'est pas possible. On a toujours dit à maman qu'elle avait été abandonnée, donc c'est pas possible. Elle se trompe, c'est pas la bonne photo. Alors elle me dit normalement, je ne peux pas les communiquer, mais comme je suis moi-même fille de déportés, je sais la valeur que ça a, l'importance que ça a pour les familles, et donc ce soir, je vous l'envoie par mail. Et moi qui étais si proche de ma maman, on se voyait tous les jours, on se téléphonait 10 fois par jour, eh bien je n'ose même pas lui donner l'information, peur
qu'elle ait de faux espoirs par rapport à cela. Et donc le soir, je suis chez elle et j'attends avec impatience ce mail qui n'arrive pas. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et puis à un moment, le voilà. Je clique sur la photo et là, je crois voir ma maman. Le même visage. Donc j'appelle maman, je l'invite à venir voir. Et sa première réaction a été « Mais on dirait ma sœur ». Mais je dis « Mais maman, tu n'as pas de sœur. C'est ta maman, ta mère biologique ». Et là, évidemment, je ne vous dis pas l'émotion. Elle s'est effondrée, elle n'y croyait pas. Elle m'a demandé « Mais comment tu as fait ?» Je n'y croyais pas de pouvoir un jour voir le visage de ma maman. Et donc, je rappelle, elle a 68 ans à l'époque, ma maman. Et la photo que l'on retrouve de ma grand-mère, eh bien, ma grand-mère n'a que 17 ans sur cette photo. Donc, en fait, elle retrouve une jeune fille, parce qu'il faut savoir, donc, elle a été déportée à l'âge de 17 ans. Ma grand-mère était très jeune quand elle a accouché. Et donc, voilà, elle retrouve l'image quasi d'un enfant, d'une adolescente. Et donc, ça a été un gros choc. Elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Mais ça a été un très, très grand soulagement. Et donc, ça, c'était vraiment le début d'un grand parcours par la suite pour retrouver d'autres renseignements sur notre famille. Une renaissance, en quelque sorte. Ah oui, je pense. Et je dirais même, sur un plan sentimental, c'est quand même une petite confidence que je peux vous faire. Comme vous dites, une renaissance, j'ai l'impression que ma maman est devenue maman ce jour-là. Oui. Malgré qu'on se voyait, comme je vous l'ai dit, tous les jours, qu'on se téléphonait 10 fois par jour, je l'ai sentie elle-même devenir une vraie maman avec tout son cœur. Et pour me confier vraiment à vous et aux gens qui nous regardent, eh bien, c'est à 68 ans qu'elle m'a dit pour la première fois « je t'aime ». Et oui, ça devait sortir à ce moment-là. Tout à fait. Mais en même temps, vous avez découvert votre vraie grand-mère. Ben écoutez, c'est un peu la même chose que ma maman aussi. Maintenant, je vais dire, la famille de cœur restera toujours la famille, parce que j'ai eu une super mamie et tout s'est toujours bien déroulé avec elle, même si elle était fort cachottière sur le sujet. Ça reste une super mamie. Mais oui, ça a été un grand soulagement pour moi. Et puis de voir ma maman plus épanouie. Elle m'a demandé, par exemple, de lui faire une copie de toutes ces petites photos qu'elle gardait précieusement dans son portefeuille. Elle ne voulait plus les quitter, elle les montrait à tout le monde. Évidemment, elle racontait, c'est ma fille qui a retrouvé la photo, etc. Et puis, grâce à cela, nous avons été reçus à l'Office des étrangers. Et bien là, ça a été un deuxième soulagement. Pourquoi ? Je voudrais dire d'abord que l'archiviste à l'époque de l'Office des étrangers a beaucoup d'empathie vis-à-vis des familles qui arrivent chez lui avec chacune leur histoire. Mais donc nous arrivons dans son bureau et il avait sorti tous les dossiers donc, concernant ma famille. Donc un dossier sur mes arrière-grands-parents, un dossier sur ma grand-mère et, à notre grande surprise, un dossier sur ma maman, au nom de ma maman. Et là, ma maman, elle me dit, mais c'est pas possible, comme moi, j'ai jamais eu de dossier à l'Office des étrangers, qu'est-ce que vous me racontez là? Et il lui dit, si, madame, et ça, c'est une preuve que vous n'avez jamais été abandonnée. Sans quoi, on n'aurait pas de dossier à votre nom dans nos fichiers. Et donc là, maman dit, non, j'y crois pas. Moi, ma maman, en parlant de sa maman de cœur, m'a toujours dit que j'avais été abandonnée. Non. Mais vous imaginez, pendant 68 ans, on vous raconte que... Et puis du jour au lendemain, mais non, madame, vous n'avez jamais été abandonnée. Regardez, nous avons les preuves. Il est bien mis, fille d'eux, et vous avez un dossier chez nous. Et donc, voilà, il lui a fallu longtemps pour accepter cette deuxième information. Parce qu'elle voulait tant retrouver l'image de cette mère biologique, mais en même temps, elle avait du mal à croire qu'elle n'avait pas été abandonnée parce qu'on lui avait un petit peu fait un lavage de cerveau à ce niveau-là, quoi. Et puis, grâce à tous ces dossiers, eh bien, nous avons pu reconstituer le puzzle de la famille, c'est-à-dire à quelle époque ils ont quitté la Pologne, ils ont traversé l'Allemagne, ils sont arrivés en Belgique, ils n'avaient pas de papier à l'époque. En Belgique, ils ont beaucoup voyagé, beaucoup déménagé
en Wallonie et à Bruxelles principalement. Ils vivaient de petits boulots à gauche et à droite jusqu'au moment donc de la déportation en août 1942. Ils ont été déportés de Charleroi, d'abord donc vers la caserne d'Ossun. Donc ça c'était début août 1942. Et puis le 15 août 1942, ils ont fait ce tragique voyage vers Auschwitz. Ils faisaient partie du 3e convoi, donc c'était vraiment tout au début de la déportation. Et malheureusement, d'après les informations que nous avons reçues, ils ont tous été gazés sur place. Enfin, le jour même, le jour de leur arrivée, quoi. Que vous n'avez pas maintenant, vous aussi, un devoir de mémoire. Vous êtes peut-être maintenant aussi un passeur de mémoire, justement. Voilà, je ne veux pas non plus marquer une certaine prétention, si j'ose dire, mais voilà, c'est notre histoire. Il m'a fallu longtemps pour la raconter, parce qu'au départ, je me disais, mais voilà, c'est notre histoire, ça va intéresser qui je n'arrivais pas à m'imaginer que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Et puis mes collègues de l'époque me disaient « Mais oui, c'est une très belle histoire, tu dois la raconter, il faut absolument la raconter. » Et donc, eh bien, j'avais commencé à écrire ce livre et maman me suivait, maman lisait régulièrement ce que j'écrivais. Et puis malheureusement, maman est décédée. Et donc là, je l'ai un petit peu mis de côté, ce livre. Et puis un jour, je me suis dit, non, pour elle, pour sa famille, qui est aussi ma famille, évidemment, je me dois de raconter cette histoire. Et je suis vraiment ravie de savoir que il en reste très peu, mais il y en a encore, des personnes qui ont vécu Auschwitz, eh bien, ont lu mon livre. Et m'ont donné un retour très positif. Et ces personnes me disent être ravies qu'une autre génération continue à raconter des histoires, parce que bon, je pense évidemment, chaque histoire est différente et il y a autant d'histoires qu'il y a eu de déportés. Mais enfin, ils sont ravis de voir que des gens de mon âge font encore cette démarche aujourd'hui. Et donc ça, c'est très enrichissant pour moi et voilà, avec beaucoup d'émotion, si j'ose dire. Donc oui, si je peux aussi passer cette mémoire pour dire qu'il ne faut pas oublier et puis de dire aussi que voilà, la Shoah a eu un impact sur plusieurs générations et ça, beaucoup de gens ont du mal à se l'imaginer. Que, évidemment, un impact différent à chaque fois, à chaque génération. Mais moi, voir ma maman souffrir pendant autant d'années, évidemment, ça n'a pu avoir qu'un impact aussi sur ma façon d'être. On avait commencé l'émission un peu dans l'émotion. On la termine dans la même émotion. Pour ce que vous avez fait, Dominique, merci. Mais merci à vous d'en parler.